Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. On ne comprend pas grand-chose à part tirer au canon. Et ça a été vraiment une des causes du déclin de la France en Afrique, de manière générale. Le déclin, je vais parler de Sassou Nguesso après, mais le déclin de la France en Afrique, c'est en 2012. Il y a François Hollande qui arrive au pouvoir et il y a surtout Jean-Yves Le Drian qui arrive au ministère de la Défense. Et à partir de ce moment-là, le centre de gravité de la politique française en Afrique, il passe de la cellule Afrique de l'Élysée et du Quai d'Orsay au ministère de la Défense. Donc c'est les militaires, avec tout ce qui se passe au Sahel, qui prennent le lead et la tête sur la politique française, Et comme souvent c'est des mecs d'extrême droite qui sont racistes, qui sont colonialistes, qui ne comprennent rien à part foncer dans le tas, ben ça donnait toutes les erreurs qu'il y a eu au Sahel. Et alors sur le Congo-Brazzaville, il faudrait que je fasse une vidéo bientôt parce que c'est extrêmement intéressant ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Je pense que Emmanuel Macron est beaucoup moins proche de Denis Sassou Nguesso que l'était par exemple Nicolas Sarkozy. Parce que Emmanuel Macron a dans son entourage, j'en parlerai plus tard, des gens qui sont hostiles ou qui ont des problèmes avec Denis Sassou Nguesso. Au contraire de Nicolas Sarkozy, c'est que Nicolas Sarkozy était très proche, tous les gens de droite, l'UMP, RPR, tout ça ont historiquement été très proches de Denis Sassou Nguesso. Et c'est pour ça que depuis des années, il y a des relations qui sont un peu distendues. Vous avez un rapprochement de Denis Sassou Nguesso, de son fils avec la Russie. Et vous avez pu voir qu'il y a des procédures qui sont ouvertes en France contre des proches de Sassou Nguesso, à tel point que voilà, les flics ont débarqué, ont voulu arrêter l'épouse de Denis Sassou Nguesso, ce qui a mis évidemment l'autocrate congolais dans une colère noire. Et il est venu se plaindre à Paris en disant mais c'est quoi cette histoire, parce que faut pas se leurrer, la justice elle est quand même instrumentalisée. Par exemple ça sur le Congo, c'est la preuve qu'il y a des liens qui sont distendus entre Paris et Congo, qui là aussi est à la ramasse et n'arrive plus à comprendre ce qui se passe à Brazzaville et n'aura pas la main sur la succession quand Denis Sassou Nguesso mourra. Voilà. Et évidemment le régime congolais a raison de se plaindre de l'ingérence judiciaire, puisque effectivement ils ont volé plein d'argent, mais on se souvient qu'ils ont volé plein d'argent que le jour où ils commencent à faire des infidélités ou ne s'entendent plus avec la France. C'est ça que je critique. Pareil pour le Tchad, regardez, pendant des années, on a su que la famille Déby, il suffisait de taper Déby Hypno sur un logiciel interne à l'administration française, on se rendait compte qu'ils achetaient plein d'apparts à Courbevoie, Porte de Champéret, machin, on pouvait se rendre compte. Et tout d'un coup, le jour où Mamad Déby est en train de tourner le dos à la France, a refusé d'envoyer l'armée tchadienne intervenir au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum, tiens, on se souvient, et puis opportunément, le parquet national financier ouvre une enquête pour des biens mal acquis de la famille Déby. Une enquête dont plus personne n'a de nouvelles depuis. Ça montre bien à quel point la justice française peut être instrumentalisée. Et le Congo-Brazzaville est effectivement très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées ces dernières années. Et voilà, il y a des liens très compliqués entre Macron et Denis Sassou Nguesso, ce qui n'enlève rien au fait que Denis Sassou Nguesso soit un criminel de la pire espèce et commis des crimes contre l'humanité et continue de maintenir la population congolaise dans la peur et dans une pauvreté pour une immense majorité de la population. Mais c'est plus la grande époque où il se permettait même, par exemple, d'envoyer des commandos tenter d'assassiner des opposants, comme ça a été le cas avec Ferdinand Mbaou. Voilà. Je parlais... Alors bon, Fort Gnassingbé... Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique. Jusque à une série de massacres continus pratiquement tous les ans, et des massacres épouvantables, notamment en 1997-98 dans la région pétrolière, il y avait eu une série de crimes contre l'humanité, un nettoyage ethnique en particulier, pourrait-on dire. Et non seulement il y a cette série de crimes contre l'humanité, mais le pillage de ce pays est inimaginable. Entre décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville
plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je ne dirais plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville, et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusive. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique. Jusque à une série de massacres continus pratiquement tous les ans, et des massacres épouvantables, notamment en 1997-98 dans la région pétrolière, il y avait eu une série de crimes contre l'humanité, un nettoyage ethnique en particulier, pourrait-on dire. Et non seulement il y a cette série de crimes contre l'humanité, mais le pillage de ce pays est inimaginable. En plus, même le monde l'avoue, cet État est aujourd'hui considéré comme l'un des principaux porteurs du trafic de fausses monnaies à travers le monde. Donc, pendant 10 ans, nous nous sommes battus pour faire en sorte qu'une part sensible de l'aide publique au développement serve des stratégies de lutte contre l'extrême misère, la pauvreté, la faim dans le monde. Et nous avons obtenu patiemment le soutien des 3/4 pratiquement de la Chambre des députés, une proposition de loi signée par tous les groupes politiques. Cette proposition de loi a été déposée en 89, elle n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour. Peu à peu, nous nous sommes rendus compte, comme le dit Sylvie Brunel, que l'aide publique au développement est trop utile à la réelle politique pour servir à lutter contre la faim. Autrement dit, plus crûment, que la corruption n'était pas marginale, mais centrale. Autrement dit, que la coopération, l'aide au développement, était un alibi d'une criminalité économique. Depuis, nous avons fait une étude statistique, nous avons constaté que plus un pays était riche en exportation, plus il touchait de l'aide au développement. Alors quand on vous explique que l'aide au développement sert à lutter contre la pauvreté alors qu'elle aide les riches des pays pauvres, en fait, l'aide publique au développement, c'est le lubrifiant de l'extraction de la rente. Quand on a trop matraqué le Congo-Brazzaville ou le Gabon ou le Cameroun des pays riches, il faut mettre un peu d'aide pour continuer à les exploiter. Voilà en gros la signification de l'aide publique au développement. Donc à partir de 92, nous avons dit il faut dénoncer cette criminalité économique. En 1994, avec le soutien pendant les 4 mois du génocide, soutien militaire, politique, financier, diplomatique de la France à ceux qui commettaient ce génocide au Rwanda, puis le soutien à la réhabilitation de Mobutu, qui a détruit en partie son pays, puis le soutien au régime intégriste et raciste soudanais, qui est la cause à peu près de 2 millions de morts au sud du pays, on s'est dit, mais c'est pas seulement de la criminalité économique, c'est aussi une criminalité politique gigantesque. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, nous qui avons mis du temps à découvrir tout cela, qui sommes absolument secoués au-delà du possible par la complicité de la France dans le génocide rwandais, nous ne pouvons plus nous taire. Nous devons dire ce que nous avons découvert. Et donc, nous avons lancé Billets d'Afrique, des dossiers noirs de la politique africaine de la France, et peu à peu lancé un travail d'investigation, de recherche d'informations, de consultation des spécialistes, de rencontres de très nombreux Africains, et c'est cela qui a abouti à ce travail. Le 22 décembre 1989, un hélicoptère Dauphin blanc atterrit sur le toit du siège du comité central du Parti communiste à Bucarest. Ses pales continuent de tourner car il doit redécoller immédiatement et justement plusieurs personnes arrivent sur le toit. Il s'agit du dictateur roumain Ceausescu avec sa femme Elena, de quelques officiels du parti et de leur garde du corps. En bas, la foule est déchaînée. Les gens envahissent le bâtiment, essayant d'attraper le dictateur. Ceausescu et sa femme sont pâles. Ils tiennent à peine debout. Il faut presque les porter dans l'hélicoptère, qui décolle à la dernière seconde avant que les manifestants n'atteignent le toit.
Personne ne sait encore ce qui va arriver à Ceausescu quelques heures plus tard. Je me sers un café et je vous dis tout. Voici un rappel discret de faire ce petit quelque chose sous la vidéo, au cas où vous oublieriez. Donc, l'hélicoptère. L'homme aux commandes était le pilote personnel de Ceausescu, Vasile Maluțan. Ce matin-là, lui et 2 autres membres d'équipage ont reçu l'ordre de décoller de l'aéroport de Bucarest et d'atterrir sur le toit du siège du comité central du Parti communiste, en plein centre-ville. Ils ont suivi l'ordre, mais ils ignoraient ce qui se passait jusqu'à ce qu'ils approchent de la place et qu'ils voient la foule envahir le bâtiment. L'hélicoptère a atterri et Ceausescu y a été poussé, pour ainsi dire porté par ses gardes du corps. Le dictateur et sa femme n'étaient accompagnés que de 2 fidèles du parti, mais c'était déjà trop pour un seul hélicoptère. En fait, le mécanicien a même dû s'asseoir sur les genoux de Ceausescu pour que l'hélicoptère puisse décoller. Le dictateur a ordonné aux pilotes de voler vers Snagov, une ville située à 32 km au nord de Bucarest, où Ceausescu avait une résidence d'été. Là-bas, Ceausescu a réclamé 2 autres hélicoptères et des soldats pour le protéger. Mais le commandant de l'unité de Maluțan a refusé de suivre ses ordres. Il a annoncé qu'une révolution avait eu lieu dans le pays et que Ceausescu et ceux qui l'accompagnaient étaient désormais livrés à eux-mêmes. Comme plan B, le dictateur a ordonné de se diriger vers Titu ou, selon d'autres rapports, vers Boteni. Mais cette fois, l'hélicoptère surchargé n'a pas pu décoller. Il n'était conçu que pour 4 passagers. Les 2 membres du parti sont restés à Snagov et l'hélicoptère a enfin pu décoller et se diriger vers l'ouest. L'un des gardes du corps a ordonné le silence radio et selon le pilote, il a pointé une mitrailleuse sur lui. Mais le pilote n'a pas obéi et quelques minutes plus tard, un message radio a annoncé que le gouvernement avait été renversé et que tout aéronef repéré dans le ciel serait traité comme une cible. Selon le récit du pilote, Ceausescu ne croyait pas qu'un coup d'État avait eu lieu. Il répétait « Non, ce ne sont que d'horribles mensonges. N'es-tu pas loyal à la cause ?» Mais la menace d'être abattu a effrayé le dictateur et il a donné l'ordre d'atterrir. L'engin s'est posé sur une route non loin de leur destination. Quand Ceausescu est sorti de l'hélicoptère, il a de nouveau demandé au pilote « Ne sers-tu pas la cause ?» Et le pilote a répondu « De quelle cause s'agit-il » Ceausescu ne lui a pas répondu. Une fois au sol, le dictateur déchu, sa femme Elena et leurs 2 gardes du corps ont arrêté une voiture qui passait, ordonné aux passagers de descendre et ils sont partis. En gros, ils ont détourné la voiture et son conducteur. À 13h22 heure locale, la radio a commencé à diffuser un message. Attention, Nicolae Ceausescu essaie en ce moment de rallier l'aéroport de Titu. Citoyens du comté d'Argeș, armée roumaine, essayez d'attraper le tyran, entourez l'aéroport. Il doit être jugé selon les lois du pays, les lois de l'humanité. Interceptez l'avion. N'oubliez pas, chers amis, n'oubliez pas que la justice existe et que la justice prévaudra. Nous craignons que Nicolae et sa famille n'échappent à notre châtiment. Il faut mentionner que la voiture arrêtée par Ceausescu appartenait à Nicolae Petrisor, un homme ordinaire qui était réparateur de vélos. Petrisor a reconnu ses passagers et il a réussi à les convaincre qu'il connaissait un endroit sûr. La meilleure option d'après lui était de se cacher dans un institut agricole à la périphérie de la ville. Ceausescu a accepté. Quand ils sont arrivés, le directeur de l'institut a conduit les Ceausescu dans une pièce et il les y a enfermés. Bientôt, la police locale est arrivée, elle a arrêté le couple et après quelques allers-retours, elle a transféré les prisonniers au camp militaire de Târgoviște. À 14h38, la radio a commencé à diffuser. Nous ignorons si cette information est vraie, mais si c'est le cas, c'est une grande victoire pour le peuple. Nicolae et Elena Ceausescu ont été capturés. Ils sont à Târgoviște où ils ont été arrêtés. Le sort du dictateur était scellé. Pour emmener les Ceausescu à Târgoviște, on les a placés dans un véhicule blindé. Les époux étaient pâles et très inquiets. Pourtant, au début, ils sont restés calmes. Ils ont passé quelques jours en captivité
pendant que les nouvelles autorités roumaines décidaient de leur sort. Certains réclamaient une exécution rapide, d'autres insistaient pour qu'il y ait une audience. Finalement, le président par intérim a décidé qu'un procès se tiendrait. Ainsi, le 25 décembre à Târgoviște, un tribunal militaire d'urgence a été convoqué, dirigé par 10 juges militaires. Ceausescu aurait pu partager le sort d'autres leaders communistes d'Europe de l'Est en 1989, la démission et une retraite honteuse. Mais pour ça, il aurait fallu que ses actions se limitent à l'application infructueuse des idéaux socialistes. Cependant, le dictateur est allé bien au-delà de ses idéaux et son attitude envers le pays et le peuple a conduit à des conséquences désastreuses. Voici la liste des accusations portées contre Ceausescu et sa femme. Premièrement, génocide, plus de 60 000 victimes. Deuxièmement, ruine de l'économie nationale. Troisièmement, atteinte au pouvoir de l'État en organisant des actions armées contre le peuple. Quatrièmement, destruction de biens publics par la démolition et l'endommagement de bâtiments, l'organisation d'attentats dans les villes, etc. Et enfin, cinquièmement, tentative de fuite et détournement de l'équivalent d'1 milliard d'euros conservés dans des banques étrangères. Ces accusations étaient très graves et pour comprendre sur quoi elles se basaient, il faut examiner de plus près le cas Nicolae Ceausescu. Il était le deuxième et dernier dirigeant communiste de la Roumanie, occupant le poste de secrétaire général du Parti communiste roumain de 1965 à 1989. Oui, 25 ans, c'est très long, mais il n'a pas fait que rester longtemps au pouvoir. Le règne de Ceausescu est rapidement devenu totalitaire, au point d'être le plus répressif du bloc de l'Est. Sa police secrète, la Securitate, était à la fois une agence de renseignement intérieur et un service de surveillance politique. La Securitate était responsable de la surveillance de masse, ainsi que de la répression et des violations des droits humains. Tous les médias et toute la presse étaient sous son contrôle. En 1985, lorsque le pouvoir de la Securitate était au plus haut, elle employait 11 000 agents et un demi-million d'informateurs. De plus, la vie en Roumanie était particulièrement difficile à la fin des années 80. À l'époque, Ceausescu essayait de rembourser l'énorme dette du pays. Nourriture, chauffage et électricité étaient rationnés et toute dissidence était écrasée. En fait, tout ce que Ceausescu considérait comme mauvais pour son régime était effacé. La malnutrition régnait et la Roumanie avait le taux de mortalité infantile le plus élevé d'Europe. Les coupes économiques sévères entraînaient des pannes de courant, des pénuries de carburant et une pauvreté croissante. Les biens quotidiens étaient rationnés et le mécontentement allait croissant à travers le pays. D'autant plus que d'énormes sommes d'argent étaient investies dans la démolition et la reconstruction de villes. Naturellement, lancer d'immenses projets de construction quand le peuple meurt de faim n'est pas la meilleure idée qui soit. Quant au déclencheur de la révolution, les historiens évoquent le discours politique fatidique de Ceausescu après les manifestations à Timișoara, la répression brutale d'une autre manifestation et le dédain à l'égard de la colère publique. Il est temps, je pense, d'entrer dans les détails et de parler des événements qui l'ont poussé à fuir. Nicolae Ceausescu revenait d'une visite officielle en Iran et il comptait prononcer un discours adressé au peuple le 21 décembre. Il devait avoir lieu depuis le bâtiment du comité central du Parti communiste, là où la plupart des décisions importantes étaient prises, et le lieu d'où Ceausescu et son cercle rapproché dirigeaient le pays. En gros, c'était le symbole du pouvoir et le bâtiment avait un balcon richement décoré surplombant l'entrée principale. Depuis ce balcon, la vue donnait sur une immense place pouvant accueillir des dizaines de milliers de personnes. Bref, en gros, c'était l'endroit rêvé pour un tel discours. En fait, c'est là que Ceausescu donnait la plupart de ses discours politiques qui duraient parfois des heures. Des Roumains ordinaires, fonctionnaires et travailleurs syndiqués étaient amenés sur la place en bus. Puis des officiels du parti jouaient les chefs d'orchestre, criant des slogans et disant aux gens qu'enchanter. Ainsi, le 21 décembre 1989, une foule immense s'est rassemblée sur la place.
À ce moment-là, nul ne savait que Nicolae Ceausescu n'était qu'à quelques heures de sa chute. On ignore les chiffres exacts, mais on sait qu'environ 100 000 personnes s'étaient rassemblées sur la place. Les gens avaient apporté des drapeaux rouges et d'immenses portraits du dictateur. On en distribuait à l'avance et pendant le discours, on diffusait des enregistrements de cris enthousiastes pour faire croire que Ceausescu était soutenu. Et la foule l'acclamait à chaque fois, mais pas ce jour-là. 2 minutes après le début du discours, des sifflets, des rires moqueurs et des cris de Timișoara ont éclaté, le nom de la ville dont les manifestations avaient enflammé le pays. Ceausescu a levé la main pour faire taire les cris. L'expression stupéfaite sur son visage, lorsque les huées n'ont pas cessé, a marqué le moment exact où son régime a commencé à s'effondrer. Ceausescu lui-même l'a bien compris. Des témoins ont raconté qu'au début, le sentiment dominant était la confusion, mais qu'un énorme émoi a soudain parcouru la foule. Après tout, Ceausescu avait toujours contrôlé chaque aspect de leur vie, et tout à coup, il se tenait là, debout devant eux, et ne sachant pas quoi faire. Au fait, le discours de Ceausescu était diffusé dans tout le pays pour montrer qu'il contrôlait encore les choses, mais sa confusion et les cris de colère du peuple ont eu l'effet inverse. Pendant un moment, le dictateur et sa femme sont restés sur le balcon, essayant de s'adresser à la foule. En particulier, Ceausescu a annoncé une petite augmentation des pensions et des salaires, mais après ça, les gardes du corps ont fait rentrer le couple. Juste à temps, car les gens en colère commençaient à envahir les rues. Au fil des heures, de plus en plus de gens sont arrivés. Les manifestants n'étaient pas armés et ils ne demandaient que la démission du dictateur, mais Ceausescu a refusé tout compromis. À la place, il a envoyé l'armée, des chars, des véhicules blindés, des unités antiterroristes et des agents infiltrés de la Securitate. Bientôt, ils ont commencé à tirer sur la foule de tous côtés. Sans entrer dans les détails, disons simplement que le nombre de victimes a été si élevé qu'on a fait venir des machines de nettoyage de rue pendant la nuit pour tout lessiver. Ensuite, tôt le matin du 22 décembre, les Ceausescu ont commis une deuxième erreur. Au lieu de fuir la ville sous le couvert de la nuit, ils ont décidé d'attendre le matin. Apparemment, ils pensaient que la répression des manifestations avait réussi et qu'ils n'avaient plus rien à craindre. Cependant, à 7 heures, Elena Ceausescu a été informée que des foules d'ouvriers venus de nombreuses usines se dirigeaient vers le centre de Bucarest pour rejoindre les manifestations. La police a même changé de camp, mais ça n'a pas suffi à faire reculer le dictateur. Il prévoyait de s'adresser à nouveau au peuple, et des hélicoptères ont largué des tracts exhortant les manifestants à rentrer chez eux et à profiter du réveillon de Noël. Une grosse erreur, car les gens mouraient de faim et ne pouvaient même pas obtenir des produits de base comme de l'huile de cuisson, encore moins organiser un réveillon. L'armée a fini par se rallier aux manifestants à la suite des événements survenus au sein du ministère de la Défense. Je parle de la mort mystérieuse de l'ancien ministre. Les soldats pensaient qu'il avait été tué sur les ordres de Ceausescu, les commandants refusaient de défendre le dictateur et ça a mis fin à toute chance pour Ceausescu de rester au pouvoir. À l'approche des manifestants, il s'est échappé avec sa femme par hélicoptère quelques secondes avant que ses poursuivants n'atteignent le toit. Il faut savoir que selon certains rapports, Ceausescu avait deux options. La première était de fuir en hélicoptère, et c'est ce qu'il a fait. Mais il y en avait une seconde, un bunker. Ce bunker se trouvait sous le sous-sol du bâtiment du comité central, et il était conçu pour résister à une attaque nucléaire. Il contenait de la nourriture et autres provisions, un centre de contrôle, un purificateur d'air et un accès à des tunnels. Via ces tunnels, Ceausescu pouvait atteindre sa maison, le palais du printemps, et de là rejoindre le lac Herastrau où un bateau était amarré, prêt à le conduire à une voiture, et enfin à l'aérodrome. Enfin, le réseau de tunnels menait à un grand nombre de maisons sécurisées utilisées par les forces de police loyales à Ceausescu. Les entrées de certaines d'entre elles étaient cachées dans des cryptes. Les tunnels reliaient également deux aéroports, le siège du Parti communiste et le palais de Ceausescu au centre de Bucarest. Et ces tunnels contenaient des stocks d'armes. Le dictateur espérait peut-être utiliser l'un de ces passages souterrains
d'autant que certains avaient été prévus spécifiquement en cas de fuite. Mais quelque chose a mal tourné. Ces plans ont été contrecarrés par l'armée et certains dirigeants de la Securitate. Selon une autre théorie, le couple a décidé que cette voie n'était pas assez fiable car les architectes qui avaient construit les tunnels auraient pu révéler leur emplacement. Ce qui s'est effectivement produit, prouvant que ni le bunker ni les passages souterrains n'étaient sûrs pour le dictateur en fuite. Cependant, comme on l'a vu, l'hélicoptère n'a pas fonctionné non plus. Passons au 25 décembre, le jour où le procès spectacle a été organisé à la hâte. Car c'était bien un procès spectacle et vite expédié. L'avocat de la défense, nommé à la hâte, Nicu Teodorescu, a insisté pour que les Ceausescu plaident la folie afin d'échapper à la peine de mort. Mais ils étaient trop imbus d'eux-mêmes pour recourir à une telle astuce. Peut-être qu'ils sous-estimaient la gravité du danger qui les menaçait. Quoi qu'il en soit, le procès a duré 2 heures, les accusations ont été portées. Pendant leur lecture, Nicolae souriait, riait et secouait la tête. Aucune preuve factuelle n'a été présentée, mais il n'y en avait pas besoin. Les juges savaient déjà comment le procès se terminerait. Le couple n'a pas pu se justifier, se défendre, ni faire appel. Et bien que tout au long du procès, Ceausescu ait refusé de reconnaître la légitimité du tribunal, ça n'avait pas d'importance non plus. D'ailleurs, en lisant la transcription ou en regardant la vidéo, il est clair qu'Elena a été la première à connaître le verdict, mais ça n'a pas changé grand-chose. Le tribunal a condamné les 2 époux à mort. Aussitôt après le verdict, Nicolae a tenté de contester la décision, mais ça lui a été refusé. Elena était silencieuse et semblait confuse. Avant d'être conduit hors de la pièce, le dictateur s'est tourné vers un soldat et il a dit qu'il souhaitait être exécuté aux côtés de sa femme. Ce qui lui a été accordé, bien que la sentence ordonna des exécutions séparées. Tout s'est ensuite passé très vite. Le soldat est revenu avec une corde pour attacher les condamnés, mais ils ont tous deux résisté, criant et se défendant, disant que ce n'était pas nécessaire. Enfin, à ce moment, personne ne les écoutait plus. Leurs mains ont bien été attachées et ils ont été emmenés dehors. Nicolae continuait à contester la légitimité du procès, mais Elena avait réalisé que c'était futile. « Nous ne pouvons rien faire de plus », a-t-elle dit à son mari à la fin. On raconte qu'Elena a aussi insulté le peloton d'exécution, mais d'après d'autres rumeurs, elle a simplement pleuré et selon d'autres encore, elle a réprimandé les soldats. Nicolae, en revanche, est resté calme jusqu'à la fin et il a chanté les premières lignes de l'Internationale, l'hymne prolétarien. Le peloton d'exécution a commencé à tirer dès que les époux ont été placés contre le mur. L'exécution s'est déroulée trop vite pour qu'elle puisse être filmée en entier. Cependant, des images du procès et de son issue ont été publiées dans de nombreux pays occidentaux 2 jours après. Elles sont apparues à la télévision roumaine le même soir. Les événements ont suscité une forte indignation publique et plusieurs pays ont critiqué les nouveaux dirigeants de la Roumanie en raison de l'absence de procès public. Ainsi ont pris fin la vie du dictateur roumain Nicolae Ceausescu et sa tentative d'évasion ratée. Vous me devez un like. À plus. Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre? C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a 2 choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne.
Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté ? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. » Ça me semble terriblement d'actualité. Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libres, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie ? Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres. Toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe ? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. » Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok. Donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après vous,